Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente L'étrangleur de petites filles, une enquête du Nouveau Détective. Elles s'appelaient Sabine, Virginie, Emma et Perrine. Elles avaient 9, 10, 11 et 7 ans. Elles habitaient dans la région parisienne. De la vie, elles n'avaient encore rien connu. Au début de l'été 1987, en l'espace de 2 mois seulement, leur existence a été arrachée en même temps que leur innocence. Enlevées en pleine rue, tantôt violées ou brûlées, toutes étranglées, ces écolières ont quitté notre monde dans des souffrances abominables. Presque 40 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui leur a fait ça. Retour sur un des cold cases les plus glaçants d'un autre temps, à la fois si proche et si lointain au regard des techniques d'investigation criminelle. Épisode 3. La chasse aux 1000 suspects. 4 fillettes enlevées à l'existence. Tuées selon le même mode opératoire. Des marqueurs qui signent les obsessions d'un esprit détraqué. Le vice, les vêtements bien pliés, le feu. Il paraît évident qu'un sadique se promène dans la nature, prêt à recommencer autant de fois qu'il le pourra. En Île-de-France, pas moins de 4 parquets pilotent les différentes enquêtes. C'est beaucoup et en même temps ça complique tout. Encore faut-il, pour avancer, que tout le monde se parle et se coordonne. En arrière-plan, la presse rajoute bientôt une couche de pression supplémentaire. Dès le 29 juin, les premiers articles font le parallèle entre les abominations subies par les petites Perrine Vigneron et Sabine Dumont. Si l'expression « serial killer » n'est pas encore connue à cette époque, le concept, lui, est bien dans toutes les têtes. Les photos des 2 fillettes s'affichent côte à côte. Tous les détails de leur calvaire sont recoupés à longueur des colonnes. Ce même jour, à Vic, petit village des Yvelines, Madame la maire repère l'étrange manège d'une Citroën Axel blanche. Au volant, un homme blanc, lui aussi. Sur le siège passager, une enfant à la peau noire. L'homme tourne sans cesse dans les rues au ralenti, comme s'il cherchait un coin tranquille. Il finit par se garer dans une impasse, descend, puis tire la petite fille par la main vers les marais. Alarmé, l'élu va inspecter le véhicule désormais vide. Son cœur se serre quand elle découvre le journal du jour posé sur le siège passager, ouvert sur les meurtres de Sabine et Perrine. C'est alors que des cris d'enfants retentissent du côté des marais. 2 riverains affolés sortent à leur tour dans la rue. « Arrêtez ! Arrêtez !» s'époumonne l'un d'eux. Les gendarmes sont alertés. Le suspect et sa proie se font immédiatement sauter dessus en lisière des marais. Il s'agit bien d'une affaire d'agression sexuelle. Le pervers vient de s'en prendre à la petite, la fille d'un ami qu'il avait attirée sous prétexte de l'emmener pique-niquer. Pour autant, malgré le jerrycan d'essence dans son coffre et les lunettes d'enfant retrouvées dans sa boîte à gants, ce n'est pas l'homme que l'on recherche. Jean M, 53 ans, entrepreneur en bâtiment, a un alibi en béton les jours des crimes. C'est un pédophile, mais pas l'étrangleur de petites filles. Au cours des mois, puis des années suivantes, de nombreux suspects se retrouvent en salle d'interrogatoire. Des pédophiles notoires, des exhibitionnistes à voiture blanche, des fumeurs de Philip Morris. On s'intéresse en vain à un faux cueilleur de champignons aux yeux minuscules et globuleux. Mais ce n'est jamais la bonne piste, jamais le bon individu. Rétrospectivement, on passe au peigne fin l'emploi du temps des grands criminels susceptibles d'avoir traîné en banlieue au moment où Virginie, Emma, Perrine et Sabine ont connu leur martyr. Les pistes du Grélé, de Fourniret ou encore de Robert Black sont examinées tour à tour. Toutes sont écartées. Puis les années passent encore. Presque curieusement, le tueur ne refait pas parler de lui. Est-il mort? A-t-il changé de territoire de chasse?
Impossible à dire. Mais à mesure que le temps file, le dossier change de place sur l'étagère. Des scellés sont perdus. Les 4 petites martyrs d'Île-de-France glissent lentement dans l'oubli. Jusqu'au moment où, enfin, quelqu'un va parler. Ou plutôt, écrire. Le livre, publié en 2008, s'appelle « Le silence des autres ». Lydia Guardo, séquestrée, battue et violée pendant 10 ans par son père, y raconte son calvaire. 6 enfants incestueux sont nés de cette abomination. Or, ce qui intrigue dans les pages, c'est bien le profil du bourreau, Raymond Guardo, monstre insatiable et violent. Pourrait-il être le tueur d'enfants de 1987 ? Outre la zone géographique où il évoluait à l'époque, la Seine-et-Marne, de nombreux détails semblent appuyer cette hypothèse. Déjà, son groupe sanguin A+. Ensuite, son métier d'imprimeur ambulant, qui le jetait souvent sur les routes et lui faisait manipuler du solvant à base de styrène, comme celui utilisé pour brûler la petite Emma. Mais il y a aussi sa manie de toujours plier les vêtements au carré, à la militaire. Et ce n'est pas tout. En 1987, Guardo conduisait pour le travail un utilitaire blanc. Il apparaît en outre que ses jours de congé, il emmenait régulièrement sa petite fille en pleine campagne. Lydia se souvient avoir été violée au beau milieu d'un champ de colza, près de Chelles, mais aussi dans un petit verger, du côté de Mareuil-les-Maux, c'est-à-dire là où on a retrouvé les corps de Perrine et Virginie. Qui peut croire à de simples coïncidences ? Raymond Guardo devient dès lors le suspect numéro 1. Le problème, c'est que le sinistre personnage est mort d'un arrêt cardiaque en 1999. Il sera difficile de le faire avouer, mais il y a d'autres méthodes. En 2009, sur requête judiciaire, le corps du monstre est exhumé pour un prélèvement ADN. L'élément de comparaison est une minuscule trace de sperme retrouvée sur le t-shirt de Sabine Dumont. Et là, surprise, les 2 échantillons ne correspondent pas. Une nouvelle fois, une piste plus que prometteuse finit en cul-de-sac. Mais alors quoi ? Où est l'insaisissable pervers capable de semer tant de détresse ? Aujourd'hui, presque 40 ans après le massacre de ces 4 gamines, on n'en sait toujours rien. Pour certains connaisseurs du dossier, on fait peut-être fausse route en voulant voir un seul tueur là où il y en avait 2. Celui de la banlieue ouest et celui de la banlieue sud. 2 hommes au profil pervers similaire mais à l'identité distincte. Le drame de cette supposition tardive, c'est qu'elle laisse entrevoir un effroyable loupé. En effet, parmi les suspects entendus durant l'enquête, combien ont été entièrement blanchis pour s'être disculpés d'un seul crime sur les 4 ? Et si les 2 tueurs avaient chacun profité de l'existence de l'autre pour s'innocenter à bon compte ? Alors que les points d'interrogation n'en finissent plus de s'aligner, le dossier vient de ressortir des archives pour être confié au pôle Cold Case de Nanterre et à ses 2 magistrates en chef, les juges Nathalie Turquet et Sabine Kéry, connues pour leur pugnacité. Peut-être parviendront-elles à mettre enfin un peu de lumière dans ce long tunnel de noirceur. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.